Eh bien, chers amis, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, à Montpellier, à Paris, à New York, à Singapour. Et à Tunis. Bienvenue à... Et à Tunis, bien sûr, faut pas oublier, absolument. Bienvenue à ALF Tunisie, à l'Association des anciens des écoles, des collèges et des lycées français de Tunisie, sur tout le territoire tunisien. Voilà, troisième édition donc de portrait des anciens de nos lycées et aujourd'hui je vais accueillir une personne qui est en plus un ami. Avant ça, je vous demanderai de vous connecter, de partager, d'être voilà, d'être avec nous, de faire en sorte que on connaisse cette association qui aujourd'hui est un peu un lien avec toutes les associations qui sont déjà créées et que nous mettions en place des choses intéressantes ensemble. Il faut savoir que ALF Tunisie a aujourd'hui trois grands projets. Un projet de rencontre, plus ou moins important en fonction du lieu où on sera. La rencontre physique, non pas virtuelle, parce qu'on a quand même vécu le virtuel, mais le virtuel, c'est pour des émissions comme celle de ce soir. Et le troisième projet, qui est un projet de mentoring dont on touchera quelques mots d'ailleurs avec notre invité. Voilà, donc soyez les bienvenus. Alors, mon cher invité, mon cher Florian, je suis heureux de t'accueillir avec nous ce soir sur ALF Tunisie. Comment Et moi, je suis heureux vas-tu? d'être présent, Pascal. Tu vois, moi, je suis heureux d'être présent. Honoré et heureux. Super. Alors, pourquoi es-tu si heureux que cela? Je suis d'un naturel heureux. Donc, tu sais, avant le confinement, j'étais heureux. Pendant, j'étais heureux. Et après, je reste heureux. Est-ce que c'est lié à mon Ah, enfance ça, en Tunisie, à mon adolescence? Peut-être, hein. D'ailleurs, une influence là-dessus. il y a peut-être quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose. Alors, justement, si on commence par ce bout-là, donc tu as fait tes études en Tunisie, dans ce beau pays qui nous a vu grandir. Je suis né près de Carthage. Tu étais au Je suis lycée. né près de, je suis né près de Carthage, D'accord. pratiquement au bord de l'eau. Mes parents avaient une maison secondaire près de Carthage, en plein mois d'août. Et donc, en septembre, début septembre, j'ai pris mon premier bain de mer dans la Méditerranée. Ma mère m'a trempé dans la Méditerranée. Tu vois, c'est quand même pas mal, hein, Ah, quelques jours de naissance. Voilà. Et puis, j'ai fait, Sahadik. allez, comme tu dis. Voilà. Et donc, j'ai fait 10 ans de lycée Carnot. J'ai fait le tour du lycée Carnot, puisque on a eu droit à trois cours d'école, en fait, hein. Donc, l'école primaire, Uh-huh. le collège et ce qu'on appelle le lycée aujourd'hui, en fait, hein. Donc, de la 11e à la seconde, j'étais au lycée Carnot. Voilà, 10 ans, pile. Ah, d'accord. Tu es un grand du lycée Carnot. Tu as quand même passé, Voilà. Et usé pas mal de mes tes deux culottes. frères, et mes deux frères aînés avaient fait le lycée Carnot 10 ans auparavant, tu vois. Donc, D'accord. et on habitait OK. à 300 mètres peut-être du lycée Carnot, en plein centre-ville. Voilà. J'allais à pied au lycée. OK. Alors, tu parles de Carthage, de Tunis, du lycée Carnot, des souvenirs comme ça, des petits trucs qui te reviennent et ou qui te sont restés marqués. Ce qu'on peut dire, c'est que on avait une jeunesse euh, heureuse, presque insouciante, si tu veux, avec un œcuménisme de bonne loi. Mes amis s'appelaient Jean, s'appelaient David, s'appelaient Mohamed, si tu veux. Et nos différences religieuses n'étaient pas vraiment des différences religieuses, c'était des différences culinaires. Et on attendait avec impatience de fêter les fêtes des petits copains pour s'offrir des assiettes. Tu vois, c'était Hmm. ça en fait, hein, la différence de religion. C'était la différence culinaire. C'était fabuleux en fait, hein. Il a fallu que je vienne en France, à Montpellier,
pour apprendre 2 mots que je ne connaissais pas. Je suis sûr que tu ne les connaissais même pas toi-même en Tunisie. J'ai appris le mot racisme et j'ai appris le mot colonialisme, que je ne connaissais pas, en fait. Donc, j'ai découvert le racisme à Montpellier et j'ai découvert que mon père était un colonialiste. Tu te rends compte? Mon brave père qui était artisan, menuisier, ébéniste, je me suis fait entendre dire que mon père était colonialiste. C'est quand même curieux, en fait. Voilà. Ben oui. Donc, il y a un très bon œcuménisme avec des profs qui étaient remarquables au lycée Carnot. Et donc, j'ai vu l'évolution du lycée Carnot en 10 ans. Donc, j'ai vu les filles arriver, puisqu'au départ, c'était quand même un lycée de garçons, en fait. Donc, j'ai vu les filles arriver au lycée Carnot. Et puis, j'ai vu davantage de Tunisiens arriver au lycée Carnot, puisqu'au départ, c'était pratiquement que des Français. Et puis, heureusement, c'est une bonne chose. Il y a eu une très bonne mixité, donc aussi bien par rapport garçons-filles et par rapport aux Tunisiens, aux Français, aux Juifs, aux Siciliens. Bref, il y avait un œcuménisme qui était remarquable, en fait. Donc, ça, j'en garde un très bon souvenir. On est d'accord là-dessus. Absolument. Alors, justement, tu nous dis que donc tu as été à Carnot jusqu'à la seconde. Est-ce que tu as quelques noms de profs? Tu sais qu'on a reçu il y a quelques semaines, nous avons reçu André Abitbol, qui est une sommité et un grand bonhomme, hein, voilà. Et ne pas oublier qu'aussi au lycée Carnot, il y a eu le président Habib Bourguiba qui était voilà. Seguin, enfin, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais on en a déjà parlé. Oui, les profs étaient excellents, même si je ne me souviens pas des noms. Je me souviens de M. Delfrécy, le professeur d'italien, mais les profs étaient excellents. Et le niveau au lycée Carnot était d'un bon niveau. Bon, moi, dans ma scolarité, j'étais, on va dire, un bon élève. Hein. Et quand je suis arrivé à Montpellier, au lycée Joffre à Montpellier, je me suis dit, est-ce que le niveau de Montpellier sera différent de celui de Tunis? Est-ce que je ne vais pas me heurter à des jeunes plus forts que moi? Eh ben non. Eh ben non. Donc, mon niveau de Tunis était équivalent, peut-être même supérieur, j'ose pas le dire en fait, pour ne pas vexer mes copains, mais pratiquement identique à ce que j'ai trouvé au lycée Joffre à Montpellier. Voilà. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. On a eu tous une excellente formation. Et du reste, tous mes copains qui ont fait après leurs études supérieures en France, à Montpellier ou à Paris, les Robert Azoulay et compagnie, mon copain Robert a fait médecine à Paris, il est arrivé avec un excellent niveau à Paris, en fait. Hein, voilà. Mmh. Oui, d'ailleurs, il y a Hélène Sarfati qui a été interviewée il y a quelques jours et qui nous disait exactement la même chose. Et je confirme, quand je suis arrivé, moi, dans une petite ville qui s'appelle Cavaillon, j'ai constaté la même chose. Mon niveau de français était, moi, j'ai pas de honte à le dire, nettement supérieur. Voilà, on ne sait pas le dire pour ne pas vexer les autres, mais c'est vrai qu'on était, voilà. Hein. Ben, les profs étaient bons, en fait. Hein. Et il y avait une ambiance de travail qui était quand même très porteuse, en fait. Hein, voilà. On avait envie de bosser. Oui. Ben, on bossait avec le plaisir sous le soleil, mais il y avait de la rigueur de la part de nos profs. Moi, c'est ce que je me souviens. Donc, tu arrives donc à Montpellier, cette ville ensoleillée quand même que je connais également. Oui, voilà. Et là, ben, tu termines tes études, si j'ai bien compris. Et alors, juste un petit retour en arrière pour que certaines personnes te situent. Tu as quitté donc la seconde, c'était en quelle année? 1965. Voilà, 65 pour ceux qui étaient en 65 dans ces eaux-là, entre la quatrième, la troisième, la seconde et la première et la terminale, ont peut-être rencontré, certainement connu Florian. Voilà. Et j'ai fait la première et terminale au lycée Joffre à Montpellier et mes 2 classes de prépa HEC, pareil au lycée Joffre à Montpellier. Donc, une très belle transition, un beau parcours, tranquille, sans aucune difficulté. Avant d'aller faire mes études supérieures à Toulouse, j'ai fait Subdeco à Toulouse, j'ai fait Sciences Po à Toulouse et une licence de Sciences Éco à Paris. Hein. Voilà, donc j'étais boulimique d'un point de vue études, puisque j'ai 3 diplômes. Comme par la suite, j'étais boulimique dans mon activité professionnelle, boulimique dans mes activités associatives, on va dire.
et boulimique Ouais. même physiquement parce que j'adore bien manger, et voilà. Et notamment les plats tunisiens. Voilà. Alors là, on passe, donc on est, tu as terminé tes études et tu t'orientes donc sur le domaine des ressources humaines, le commercial. Parle-nous un petit peu de ce qui t'a peut-être d'une part amené à ça et d'autre part ton parcours. Avec les échecs et les succès, bien sûr. Hein. Euh, je savais que je serais rapidement chez l'entreprise. Voilà. Comme mon père était chez l'entreprise, pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas être salarié, je ne pouvais pas avoir un petit chef au-dessus de moi pendant longtemps. Donc ça, je le savais. Donc j'ai démarré dans une grosse boîte américaine qui s'appelle Burroughs. À l'époque, ça s'appelait Burroughs, maintenant ça s'appelle Unisys. C'était quand même le second constructeur mondial d'informatique. Hein. C'était vraiment le numéro 2 de l'informatique. Hein. Même s'il était très, très loin, même si Burroughs était très loin d'IBM, il y avait une grosse différence entre le premier et le deuxième. Hein. Le chiffre d'affaires de Burroughs était inférieur aux bénéfices d'IBM. Je ne sais pas si tu te rends compte. Hein, donc Ouais. le numéro 2 d'un secteur d'activité, son chiffre d'affaires était plus faible que le bénéfice du numéro 1. C'est inimaginable en fait. Mais bon, donc j'ai tout appris chez Burroughs, donc je vendais des ordinateurs et pendant 2 ans, je me suis régalé, j'ai appris la vie. Appris la vie. Et chez Burroughs, donc à Cergy-Pontoise, on avait un centre de formation qui était remarquable et tous les formateurs étaient des gens qui étaient des anciens ingénieurs commerciaux, comme moi en fait, hein, qui ont progressé. Et le passage classique dans la carrière chez Burroughs, c'était d'être commercial à la base et puis de passer formateur, responsable commercial, etc. Et ça m'a épaté. J'ai adoré la formation donnée à des professionnels, donc à des gens, à des salariés. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, très vite, au bout de 2 ans, j'ai vite compris que je pouvais me mettre à mon compte et j'ai créé un cabinet que j'ai appelé FMI. Le FMI, c'est quand même facile à s'en souvenir. C'est Florian Mention Institut, FMI. Voilà. Et je suis donc à 25 ans ou 26 ans, directeur du FMI. Bon, ça faisait, voilà, je me moquais un petit peu de moi, un peu de dérision, mais c'était un clin d'œil complice à mes interlocuteurs et voilà, c'était très, très, très sympa en fait. Et donc, si tu Ok. veux, j'ai démarré par la formation, donc beaucoup de formation. J'ai animé des séminaires de formation aux techniques de vente, formation à l'animation commerciale, et puis j'ai évolué vers la formation au management, formation aux ressources humaines. Voilà. Et puis, très vite, mes clients m'ont dit, c'est bien de former des commerciaux, mais vous savez, nous, on a du mal à trouver des commerciaux, à recruter des commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous aider à recruter des commerciaux? Pourquoi pas? On va essayer. Et je me suis spécialisé dans le recrutement de commerciaux, avec une certaine réussite. Et puis, on m'a dit, mais monsieur Lancione, on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un informaticien. Vous pouvez nous aider à recruter un comptable, un informaticien? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas faire. Ils m'ont dit, c'est plus simple que pour les commerciaux. J'ai dit, bon, alors, c'est plus simple que pour les commerciaux, on va s'y mettre. Et donc, j'ai recruté. Voilà. Et je suis passé cabinet conseil en recrutement. Voilà. Et après, on m'a dit, mais vous savez, on a des personnes qui veulent quitter l'entreprise. Parfois, on est obligé de se séparer d'une dizaine de personnes, de 20 personnes, ce qu'on appelle donc l'outplacement. Est-ce que vous pouvez nous aider à ne pas être ingrat avec les gens qui nous quittent et à aider ces personnes-là à rebondir, à retrouver un job? Ben, j'ai dit oui, voilà, on va s'y mettre en fait. Hein. Et donc, on a bâti une stratégie, une méthodologie pour faire des missions d'outplacement. Et ma plus belle mission d'outplacement, ça a été pour un gros constructeur d'informatique implanté à Montpellier, dans la région sociale à 3 lettres. Voilà. Et donc, on s'est occupé en 93-94 d'outplacer 150 personnes. Ça a été notre plus belle mission. 150 personnes, c'était quand même pas mal, en fait, hein, à l'époque où c'était difficile de travailler. Voilà. Et donc, IBM a été notre plus belle référence, 150 personnes. Et puis après, donc, on a fait des bilans de compétences. Bref, on a développé la palette complète dans le domaine des ressources humaines que l'on pouvait apporter à nos clients. C'est-à-dire, on s'intéressait aux personnes qui rentraient dans l'entreprise, qui travaillaient dans l'entreprise et qui sortaient de l'entreprise. On a fait une boucle de compétences, en fait. Hein, donc,
une boucle D'accord, vertueuse. d'accord. Je te coupe une seconde. Il y a une espèce de petit bruit là je ne sais pas d'où il vient. C'est peut-être lié à un micro, je ne sais pas. Oui, je te coupe juste. En fait, tu dis nous, donc tu t'es entouré rapidement, j'imagine, et vous êtes combien dans le cabinet aujourd'hui à Alors, gérer? on est une douzaine à Montpellier, mais on s'est développé par le biais de la licence de marque. Et nous avons 15 consultants de par la France, en fait, hein, implantés aux quatre D'accord. coins de France, en fait, hein. Ce sont des indépendants, hein, donc travaillent en licence de marque. Et on a même des partenaires en Tunisie, au Maroc, en Espagne, en Italie, en fait, hein. Donc, on a créé j'aime bien dire nous, en fait, hein, j'aime pas le jeu, j'aime bien dire nous, même si je suis à l'origine de pas mal de projets. Nous avons créé un réseau au niveau national et international et on travaille en bonne synergie, en fait, hein. Voilà. Oui, On c'est reste vrai que à taille humaine, hein. j'ai effectivement assisté, alors, je ne me souviens plus de l'année, mais j'ai assisté à la création du partenariat à Tunis, la Avec le présidente cabinet Tebboune, stratège, on avait le cabinet stratège, un voilà, avec super Stratège, cabinet. Voilà. à l'époque, Jean c'était Najib. validé par tout à fait, avec le ministre du Travail et le ministre, je ne sais plus qui avait, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères, me semble-t-il, qui est aujourd'hui une personnalité importante, Elias Jouini, avec Dauphine, hein. Je l'ai invité, je ne sais pas s'il est avec nous, mais en tous les cas, je l'ai invité. Alors, tout ça, bon, alors il y a que des réussites alors. Euh, Tout a souri. tu sais, je suis d'un naturel optimiste, hein. Donc, ce qui veut dire que les difficultés que j'ai rencontrées, parce que j'ai rencontré bien sûr des difficultés, bah, ce sont des étapes qu'il a fallu franchir. Voilà, hein. En revanche, donc, je me réjouis de la manière dont le cabinet a évolué, puisque depuis plusieurs années, ce sont mes deux gendres qui dirigent le cabinet, hein, Augustin Valero et Loïc Douillère, qui ont repris le cabinet et qui dirigent ça avec beaucoup de professionnalisme, en fait, hein. Et mes deux filles, donc leurs deux femmes, se sont jointes à nous pour travailler tous ensemble. Et c'est que du bonheur, en fait, hein, parce qu'on s'entend tous très bien et on fait du bon travail, en fait, hein. Ah, Ça bah, m'a permis. C'est devenu une affaire familiale, oui. Alors, voilà, les c'est autres, une affaire de famille, voilà, hein. absolument, Si tu veux, ça m'a permis de absolument. développer un concept euh, original que j'ai baptisé le management épiphyte. Alors, le management épiphyte, qu'est-ce que c'est? Il s'appuie sur une loi naturelle, hein, une loi, oui, naturelle. Si tu veux, pour faire simple, il y a des plantes parasites et des plantes épiphytes. La plante Mhm. parasite se développe sur un tronc en piquant la sève au tronc, hein. Le gui est une plante parasite. Elle se développe, mais elle pique la sève sur le tronc. Alors que la plante épiphyte, elle se développe sur un tronc sans lui piquer la sève. Donc l'orchidée est une plante épiphyte. Donc tu vois un petit peu l'image en fait, hein. Donc, Et parce absolument. on a dans nos Oui, oui, tout familles à fait. et dans nos entreprises, on a aussi bien des plantes parasites que des plantes épiphytes. Dans nos familles, la plante parasite, c'est le petit cousin Tanguy, hein, qui vit au crochet de la famille et qui va partir et qui parasite, hein. Dans l'entreprise, on a des gens qu'on a placardisés et qui plombent l'entreprise. Ce sont des parasites, hein. Et puis à l'opposé, on a des plantes épiphytes. Dans la famille, on a des jeunes à fort potentiel que l'on aide, qu'on forme, qu'on fait voyager, hein, qui ont de bonnes études supérieures, qui se développent. Et puis dans l'entreprise, c'est pareil, on a des potentiels que l'on va aider à se développer. Et moi, je crois que le rôle d'un manager, c'est d'aider ses collaborateurs à grandir. Voilà. Je crois que c'est le rôle premier d'un manager. Et si tu veux, je me suis servi de cette image-là et je me suis servi de mon expérience avec mes deux gendres pour dire que moi, je suis un support de plantes épiphytes. J'ai aidé à se développer, à mes deux gendres à se développer. Ils avaient fait de bonnes études supérieures, de bonnes expériences, si tu veux, mais il faut un bon terreau, il faut un bon support, en fait, hein. Et je crois que euh, pour moi, il n'y a pas plus grande satisfaction que le maître soit rattrapé, voire dépassé par les élèves. Voilà. C'est la plus belle des satisfactions.
Et je crois que dans l'entreprise, c'est Absolument. pareil. Il faut que ceux qui arrivent nous dépassent, en fait. Alors, si on veut garder un gap entre le N-1 et le N, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que d'embaucher des gens qui ne sont pas à la hauteur, il vaut mieux recruter de bons candidats. Et si on veut garder la distance entre le N-1 et puis le N, on va se former soi-même, on va s'améliorer soi-même. On garde un gap, tu vois. C'est quand même plus intéressant. Tout à Donc fait. ça a permis, Tout à fait. ce travail en famille me permet d'illustrer ce que je préconise dans toutes les entreprises, c'est-à-dire un management épiphyte, aider vos collaborateurs à grandir. Voilà. Formidable. Dis-moi, comme on est commerciaux tous les deux, on est bavards. J'ai envie de te... Alors, ce qui nous a remis un peu en selle tous les deux, c'est que d'une part, tu as une association des anciens du lycée Carnot et amis de la Tunisie Effectivement, sur à Montpellier, Montpellier, oui. que tu as créé il y a déjà pas mal de temps, je pense. Oui. Mm-hmm. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, donc, je t'avais proposé de t'associer à nous pour le projet de mentoring que nous avons mis en place. Et tu t'es porté, au-delà d'eux, tu t'es porté donc volontaire pour être mentor Bien sûr, et bien sûr. également pour aider à trouver de nouveaux mentors, me semble-t-il. C'est la démarche épiphyte, en fait. Donc, c'est aider les jeunes à grandir, en fait. Hein. Et il faut les aider. Hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça, en fait. Hein. Donc, et je crois que on a reçu de nos parents, on a reçu de nos enseignants un certain nombre de valeurs, de techniques. Ben, charge à nous de les retransmettre à ceux qui en ont besoin, en fait. Hein. Et c'est une démarche, j'allais dire presque citoyenne, en fait. Hein. Ça me semble évident. C'est ça. Donc, le mentoring, bien sûr, aider les jeunes, voilà. Ben oui, parce qu'en fait, on a nos jeunes, là c'est un message que l'on peut adresser à nos jeunes de nos lycées qui sortent aujourd'hui des lycées français, Mutuelleville, Caillou, moi j'ai du mal à l'appeler autrement, lycée Caillou, puisque le lycée Carnot, lui, est devenu Habib Bourguiba. Et donc, on est prêt effectivement à les accueillir pour les coacher, mais pas les coacher que professionnellement, c'est aussi les coacher, les accompagner, un peu en bon père de famille. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je suis disposé à aider au moins un jeune et je suis disposé à trouver des amis chefs d'entreprise ou cadres d'un mon niveau, formateurs en fait, hein, consultants, qui seront souvent prêts pour aider les jeunes à se développer en fait. Hein. Bon, je fais partie d'une association à Montpellier qui s'appelle Face Héros. Et cette association, qui est une association nationale, hein, aide déjà les jeunes à se former, à se lancer dans la vie active, à rechercher un job, en fait. Hein. Donc, cette démarche-là, pour moi, elle est tout à fait naturelle, en fait. Hein. Donc, volontiers pour Très donner un bien. coup de main à l'association. Très bien, très bien. Alors, on revient vers toi. J'ai donc lu que tu avais beaucoup écrit. Oui. Euh, Si tu peux nous en parler un petit peu. Ben, l'écriture, c'est l'équivalent du mentoring, si tu veux, au niveau scriptural, en fait. Hein. Euh, c'est retransmettre quelque chose. Ce quelque chose, on peut le retransmettre par l'oral, par l'exemplarité, hein, dans le cas du mentoring, mais on peut le transmettre par des écrits. Et très vite, j'ai commencé à écrire un premier livre sur le recrutement des commerciaux, en fait. Hein. C'était mon premier livre qui est paru aux éditions d'organisation, donc c'était quand même un bel éditeur au niveau des entreprises, hein, des livres d'entreprise. Donc voilà. Mhm. Et puis, j'ai écrit des livres sur le management, des livres j'en ai même écrit un sur comment éviter votre licenciement. Tu vois, c'est quand même intéressant. Enfin, Oui. sur les ressources humaines, sur euh, comment, comment déceler les CV trompeurs. Donc, des livres qui tournent autour du recrutement, qui tournent autour de la formation. Hein. Écrit même un bouquin sur comment vendre honnêtement. Comment vendre honnêtement avec un sous-titre
truisme ou oxymore. Voilà. Comment vendre honnêtement avec un sous-titre truisme ou oxymore. Toi qui es un vendeur aussi, tu sais très bien que le concept de la vente honnête, bah, c'est un truisme, c'est une évidence en fait. Hein. Bien sûr, on ne peut pas vendre autrement en fait. Hein. Alors que certains, ceux qui ne sont pas vendeurs, qui fantasment sur les arnaqueurs, pensent que le mot vente honnête est un oxymore, donc deux mots juxtaposés qui sont en contradiction. Voilà. Donc voilà le genre de livre en fait. Et puis j'ai écrit des bouquins le dernier est original, il s'appelle Le management selon Napoléon. J'ai interviewé Napoléon à Sainte-Hélène. D'accord. Donc, tu es parti en Corse et tu as parlé au Rocher. À Sainte-Hélène, pas encore. Je l'ai interviewé à Sainte-Hélène. C'est-à-dire que j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Jean Pijard, qui est vraiment le pape de Napoléon, qui a écrit une trentaine de bouquins sur Napoléon, donc très légitime sur la connaissance de Napoléon. Et je l'ai interviewé pendant plusieurs heures. Et à partir de ces interviews, de mes questions et de ses réponses, on a fait tous les deux un livre sur le management selon Napoléon avec cet angle intéressant. Comment faisait-il pour former, pour recruter, pour former, pour licencier, pour motiver ses collaborateurs, en fait. Hein, lui aussi, il prenait le management vite. Il a fait grandir des gens de la société civile pour en faire des maréchaux. Donc, des gens qui n'ont pas fait d'école militaire ou qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui sont retrouvés maréchaux, généraux puis maréchaux. Voilà. C'est un bel exemple, en fait. Donc voilà le genre de livre que j'écris. Et à côté de ça, j'écris des livres plus soft, je dirais, sur des aphorismes, parce que j'adore les mots. Voilà. Et donc, j'écris plusieurs livres sur les aphorismes, sur des pensées, des recueils de pensées, ce genre de choses. Donc, 27 livres. Oui, c'est pas mal quand même. Hein. Et d'ailleurs, ouais. Et d'ailleurs, tu as été décoré de la Légion d'honneur. Alors, c'est amusant parce que quand tu m'as demandé mon CV, je t'ai envoyé mon CV. Et soit toi, soit la personne qui a fait le petit encart dans Facebook pour annoncer ma présentation, vous avez mis en avant ma Légion d'honneur. C'est quand même curieux. Alors je me suis dit, comment ça se fait que j'aurais pu mettre mes écoles, mes 3 diplômes que j'ai eus, hein, j'aurais pu mettre certains titres de bouquins, mais vous avez préféré insister sur la Légion d'honneur. Alors, c'est vrai que cette Légion d'honneur, elle est motivée. Hein, quand on nous décerne la Légion d'honneur, on motive en fait. Hein. Et il y a une double motivation. Il y a d'une part la rédaction de ces livres, à consonance économique, et puis on y viendra peut-être tout à l'heure, mes responsabilités d'un point de vue associatif. Voilà. Donc, si tu veux, le gouvernement, puisque c'est quand même donné par le gouvernement, a apprécié les engagements associatifs. Mais je me suis dit, pourquoi Farah, c'est Farah qui a fait le petit document, ou toi-même, vous avez insisté sur la Légion d'honneur. Faudrait peut-être lui poser la question à elle directement, puisque c'est elle qui tient les manettes. J'imagine une réponse. Parce que, et je vais la confronter avec ta perception. Notre expérience de vie en Tunisie, moi j'ai vécu donc 16 ans en Tunisie, quand je suis arrivé en France, il fallait que je prouve que j'étais bon. Et donc j'ai eu cette volonté de reconnaissance. Et j'ai recherché la reconnaissance dans le regard des autres. Et cette reconnaissance, je l'ai obtenue au travers de mes résultats scolaires, de mes diplômes, je l'ai reconnue au travers de mes livres, je l'ai reconnue au travers de mes engagements associatifs. Et la Légion d'honneur, c'est la conséquence de tout ça. C'est une reconnaissance globale. Et je me suis dit que peut-être Farah ou toi-même, en arrivant en France, peut-être que vous avez aussi ce moteur, parce que moi j'estime que c'est un moteur fabuleux, la reconnaissance. Le besoin de reconnaissance est un moteur fabuleux, en fait. Hein. C'est pas actif, en fait. Hein. C'est un moteur, en fait. Hein. Un frein. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est intéressant, parce que peut-être qu'elle, comme toi, vous vous êtes projeté, et vous étiez content qu'un gars de chez vous, de chez nous,
et cette Oui. reconnaissance. Je ne sais pas si tu partages cette analyse. En tout cas, pour ce qui me concerne, je partage totalement cette analyse et nous Voilà, avons certainement d'autres anciens de nos lycées qui ont fait de très belles choses et qui ont été récompensés. Euh, et effectivement, c'est vrai que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, que l'on soit d'ailleurs que l'on soit tunisien de souche ou que l'on soit né en Tunisie ou qu'on ait vécu plusieurs années dans ce magnifique pays, eh bien, on est à l'identique. Moi, j'ai toujours tendance à dire, moi, quand je suis arrivé dans le Sud, j'ai eu quelques difficultés à me poser parce que je me sentais tunisien plus que français. Ça, c'est clair. bien sûr, Je me bien sentais, sûr. en tous les cas, méditerranéen. Mais on posera la question à Farah également. Mais c'est vrai que ce besoin de reconnaissance, oui, on l'a, c'est certain. C'est certain. Bah oui, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Alors, le sur second ce volet, parcours et alors peut-être le côté associatif et engagement associatif, en fait. voilà, sur la Mon partie côté, associative. voilà, mon côté boulimique sur mes études, voilà, sur mon côté boulimique sur le fait d'écrire des livres, se traduit également dans mes engagements associatifs. Et très vite, euh, j'ai démarré par une très belle association qui s'appelle la Jeune Chambre économique, hein, la Jeune Chambre Mhm. économique. Et là, j'ai fait mon apprentissage de la vie associative, l'apprentissage de responsabilité avec des bénévoles. Et travailler avec des bénévoles, diriger des bénévoles, c'est pas simple, hein, c'est presque plus dur que de diriger des salariés, en fait, hein, parce que rien n'oblige un bénévole à faire un effort, à bosser, en fait. Hein. Donc, on apprend beaucoup la gestion des égaux de chacun, on apprend beaucoup la diplomatie, on apprend beaucoup sur le projet, pas un projet entreprise, mais un projet association, en fait. Hein. Et donc, j'ai fait mes dents sur la jeune chambre économique, et puis après, je suis devenu président des DCF, des dirigeants commerciaux de France, qui est une très belle association également nationale, qui s'intéressait et qui s'intéresse toujours au commercial en France. Et puis après, j'ai eu des engagements auprès de la Chambre de commerce, auprès du MEDEF, hein, donc le syndicat patronal, et puis dans d'autres associations. Et même aujourd'hui, j'ai créé et je préside une association qui s'appelle le Cercle Montpellier Cambacérès, qui organise chaque mois un débat sur un thème historique, culturel, économique, voilà, qui regroupe 150 personnes. J'adore fédérer les gens, voilà. J'adore fédérer les gens. Ce besoin, je dis toujours un aphorisme que tu connais sûrement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà. Et je trouve que Tout à fait. ensemble, voilà, ensemble on est beaucoup plus fort en fait, hein, et on va plus loin. Et moi je me nourris du contact avec les autres. J'apprends beaucoup au contact des autres. Je suis très demandeur de ça, en fait. Hein. Et la Mhm. vie associative, c'est un organe de formation, c'est un moment de formation qui est exceptionnel, en fait. Hein. Certains vont dire, mais tu perds du temps, tu vas à des soirées, tu vas à des cocktails, mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est vachement enrichissant. Voilà. Chaque personne m'apporte quelque chose. Chaque personne. Ah bah, un commercial qui n'est pas lié avec du contact humain, ce n'est pas un commercial, enfin, en tous les cas, Bien à mon sûr, sens. bien Et sûr. justement, à ce niveau-là, moi, j'ai travaillé à Tunis sur ce secteur-là. Et ton regard pour les jeunes managers tunisiens qui sortent de nos écoles ou qui sortent des écoles en Tunisie, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Est-ce que tu as un regard là-dessus euh, qui leur amène à peut-être, comment dire, sur le plan national ou international, hein, mais qui leur amène à voir, parce que le commercial en Tunisie est jeune, pour moi. En tous les cas, j'ai découvert la fonction de commercial a évolué. D'ailleurs, je dois même dire que dans les années 2000 à 2007, 2008, je me souviens très bien même que le commercial, c'était un peu
c'était un peu le mauvais élève et que aujourd'hui cette fonction a évolué en Tunisie. Est-ce que tu as un regard là-dessus? Alors, d'abord, il faut dire la chose suivante, c'est que les Tunisiens, comme les Français venant de Tunisie, ont beaucoup de chance parce qu'ils sont multiculturels. Et c'est une très grande chance d'être biculturel, voire triculturel. Moi, je suis triculturel, hein. Je suis d'origine sicilienne, ayant vécu 16 ans en Tunisie et de culture française, on va dire en fait, hein. Donc, ces trois racines m'ont fortifié. J'ai un beau trépied, hein. Donc, le Tunisien qui a une éducation un petit peu à la française, en fait, hein, avec une formation également à la française, avec des relations privilégiées avec la France, soit par les études, soit par les voyages, ben, ils sont bilingues, ils ont une chance inouïe. Et ce côté biculturel ou triculturel, ben, ça rejaillit forcément sur le comportement, sur l'ouverture d'esprit, sur la compréhension de l'autre, sur l'absence de préjugés. Et ce sont des qualités que, si tu parles du commercial, mais que tout commercial doit avoir. Ça me semble évident, en fait, hein. Donc, c'est une force, en fait, hein. On démarre dans la vie avec une certaine force. Voilà. C'est ce que je dirais, en fait, hein. Oui, parce que en fait, ce que je ressens en toi beaucoup, c'est un management humain. C'est pas, Ah oui, bah oui. tu vois, C'est pas c'est la pas un schlag, truc hein. vertical. C'est pas la schlag. Non, non. Ça a eu payé peut-être, j'ai pas connu, mais là, ça paye pas. De nos jours, c'est impossible, en fait, hein. Il faut toujours négocier, Ouais, hein, même avec ses collaborateurs, ça c'est clair, en fait, hein. Voilà, le on est consensus, d'accord. il faut expliquer, il vaut mieux montrer l'exemple. Là, oui, tu vois, là, on arrivera à des résultats. Mais c'est pas parce que on a dit que ça va se faire. C'est pas parce qu'on a envoyé un mail. Et je te l'ai dit, j'ai envoyé un mail avec copie au monde entier. Mais enfin, c'est pas parce que tu as fait un mail avec copie au monde entier que l'autre va le faire, en fait, hein. Donc voilà. Et tu n'expliques pas l'intérêt de faire ceci, tu n'aides pas à réaliser ceci, tu ne contrôles pas et ça n'a pas été fait, c'est pas ton job de manager. Voilà. Donc, c'est un travail. Le job de manager, c'est un des plus difficiles travaux, en fait, hein, au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est vrai avec sa relation avec son conjoint, c'est vrai avec sa relation avec ses enfants, ou voir ses petits-enfants. C'est pareil, en fait, hein. Donc, dans la relation à l'autre, il faut y mettre les formes. Il faut y mettre les formes, toujours. Même si des fois, on a envie que ça aille plus vite. Seul, on va plus vite, c'est clair, mais pour aller plus loin, avec de bonnes bases, il faut le faire ensemble, hein. Voilà, je reboucle avec ça. C'est super. Alors moi, Euh, je suis très fier de mes origines, en fait, hein. Voilà. Je suis très fier de mes 16 ans passés en Tunisie. Je suis très fier de mes origines siciliennes. Je suis très fier de faire partie des citoyens français. Je trouve que c'est une force. Voilà. Ce biculturalisme, ce triculturalisme, c'est génial, en fait, hein. Alors, tu pouvais me poser ah, une mais moi, je question? vais, Vas-y, vas-y. Moi, attends, alors moi, je vais même plus loin que toi parce que moi, j'ai parlé pendant quelques années et j'ai monté une structure d'ailleurs dans ce sens qui parle d'interculturalité. Ça va même au-delà de la Tout multiculturalité. à fait. C'est de Bien sûr. l'interculturalité. C'est arriver à rassembler des gens qui sont différents parce que nous, on a grandi dans cette différence, mais c'est la différence qui faisait qu'on est différent. Voilà. Oui, tu Et voulais c'était poser une une question. évidence. En plus, c'était une évidence. C'était une évidence, en fait. C'était comme ça, en fait, hein. Ah. Tout à fait. Oui, ta Oui, question? la question que tu aurais pu poser et à laquelle je m'étais Bah, vas-y, préparé. pose-la toi. Es-tu nostalgique de la Tunisie? Ah, mais ça, j'allais te le dire à la fin, mais bon, Ah, vas-y. Vas-y. Tunisie Vas-y. nostalgie. Euh, la réponse est non, parce que je suis pas pour la nostalgie, en fait. Je trouve que c'est pas un bon concept, c'est pas une belle notion, en fait, hein. La nostalgie entraîne des regrets, entraîne un côté passéiste. Non. À la nostalgie, je préfère l'attachement. Voilà. Je suis attaché à la Tunisie. Ça, oui, c'est positif. Tu vois, ce qui se passe en Tunisie, ça m'intéresse. Ce qui s'est passé durant le printemps tunisien, ça m'a intéressé. Quand je vois un match de sport entre la Tunisie et notre pays,
mon cœur va pour la Tunisie, tu vois. Comme lorsque je vois un match de foot, l'Italie contre un pays, je suis pour l'Italie. Je suis plus embêté quand il y a la France contre la Tunisie ou la France contre l'Italie. Là, je suis partagé. Mais dès l'instant où la Tunisie joue, tu vois, où un sportif tunisien joue, je suis pour lui. C'est ça l'attachement, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de nostalgie. Je tape 16 ans en Tunisie, je me suis régalé, j'y suis retourné à plusieurs reprises, et en y retournant à plusieurs reprises, j'ai vu de ces choses inimaginables, Pascal. Si tu as un petit moment, je te raconte deux anecdotes que j'ai vécues en Tunisie, et quand j'en parle, j'en ai presque larmes aux yeux, tu vois. Première anecdote, quand je suis revenu en Tunisie, je suis retourné avec ma femme. On était déjà allé une fois avec ma femme quand on était fiancés en Tunisie, mais la seconde fois avec ma femme, avec Christine, on y est retourné avec mes deux filles, Géraldine et Bérangère. Donc on arrive, l'avion se pose, on prend un taxi et avant même d'aller à l'hôtel, on fonce, on fonce à la plage où je suis né, on va devant la maison où je suis né, tu vois, qui était une question, une maison banale en fait, hein, qui était sur le sable où je suis né. Et là, on se met tous les quatre en ringuette et on regarde bientôt cette maison, tu vois. Et donc, il y avait un gars qui était sur la terrasse, qui nous regardait faire, qui regardait notre manège. Alors moi, j'explique à mes fils, c'est là où papa est né, hein, on essaie d'expliquer. Et puis à un certain moment, ce mec-là se lève et vient vers nous. Et ma femme me dit, on va se faire emballer. On n'a pas à rester comme ça devant la maison maintenant, en fait. Et ce gars-là, il se tourne vers moi et me dit, monsieur, êtes-vous à la recherche de vos souvenirs? Ça a été, pour moi, tu vois, j'en ai presque encore les larmes aux yeux. C'était beau, tu vois, c'était beau, en fait. Hein. Comme me dit ma femme, il m'a pas posé la question à moi, en fait. Il a posé la question à toi, en fait. Hein. Voilà. Et donc, on est rentré chez lui, il nous a offert un super apéritif. Et comme je dis que j'étais né en août, quand on devait être le 9 août, le 10 août, il me dit, venez fêter l'anniversaire chez vous, hein, chez moi. Et donc, il nous a invités à manger le couscous chez lui, comme ça, tu vois. Et quand on est allé chez lui, il m'a installé autour de la table, face à la chambre où ma mère avait accouché. Parce qu'à l'époque, les mamans accouchaient à la maison, tu vois. Et donc, il m'a installé dans un endroit privilégié, tu vois. Un garçon adorable, en fait. Hein. Il s'appelle Eddy Baleg. Et Eddy Baleg, c'est un gars qui est super, en fait. Hein. Il était prof de français, un Tunisien prof de français à la fac. Il a écrit des bouquins sur des proverbes tunisiens traduits en français. Il a même eu des émissions à la télé. Un gars adorable, en fait. Hein. Première anecdote, tu vois. Deuxième anecdote, elle est belle, comme tout, en fait. Hein. Ah, merveilleux. Deuxième anecdote, plus spectaculaire. C'est incroyable. On retourne une année après, on nous retourne. Là, on y va tous les quatre, plus mon frère et ma belle-sœur. On part à 6. On part à 6, on s'installe à Tunis, dans un hôtel, tout ça. Et puis le lendemain, on décide d'aller au musée du Bardo. Si vous ne connaissez pas, le musée du Bardo, c'est la banlieue de Tunis, là où il y a les plus belles mosaïques romaines. Donc on prend deux taxis, et on prend deux taxis, et on va donc au musée du Bardo. Et en cours de route, je discute un petit peu avec le chauffeur de taxi, etc. Je lui dis, je suis né en Tunis, voilà. Et j'étais content de partager ça, tu vois. Mais écoutez, monsieur, moi, je suis un jeune marié. Je suis marié il y a quelques mois, en fait. Hein, et vous savez qu'en Tunisie, on prépare, à l'époque, c'était très, très longtemps, il y a Hasra, donc très longtemps. Et il me dit, vous savez, nous, on prépare la graine du couscous pour l'année. Les femmes chez nous préparent la graine pour l'année. Et aujourd'hui, c'est le premier jour où on teste, on goûte cette graine. Et donc, ça me ferait plaisir si vous venez manger un couscous à la maison. Chauffeur de taxi, qui avait pas 30 ans. Décidément, le couscous. Le gars, il n'a pas 30 ans. Alors, je rigole intérieurement en lui disant, écoutez, c'est vraiment très gentil, cher monsieur, j'apprécie beaucoup, mais d'abord, on n'est pas trois, on est 6. Hein, j'ai mon frère, ma belle-sœur et mon autre fille dans un autre taxi. Et vraiment, c'est trop pour. Vous êtes 6, c'est pas grave. Je viendrai vous chercher à midi à la sortie du musée du Bardo. Je ferai 2 allers-retours et on ira manger le couscous à la maison. Je dis, bon, si vous voulez, on arrive au musée du Bardo,
Je retrouve mon frère, ma belle-sœur, je leur explique ça. Ils m'ont dit, Florian, tu rigoles, il y aura pas, un mec, il va pas venir à midi nous chercher pour manger le couscous chez lui alors qu'on le connaît pas. Ben, ce mec-là, Pascal, ce mec-là, à midi pile, il était devant le musée du Bardo. Il nous a amenés, il a fait 2 allers-retours, on a mangé le couscous chez lui, avec du Coca-Cola. C'était quand même le fin du fin, hein, et pas du vin, etc. Tu te rends compte? Inimaginable. On a fumé la chicha après, et je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit la chose suivante. Imaginons la même scène à l'époque, à Marseille, un brave Tunisien qui débarque, qui prend un taxi, et le chauffeur marseillais dit, si vous voulez manger de la bouillabaisse à la maison, tu vois, quand tu compares ça, tu te dis, l'hospitalité tunisienne, c'est quand même fabuleux. En fait. Voilà. Ah, et en tous les cas, voilà, pour ceux qui ont grandi là-bas, ça, c'est une règle chez nous, l'hospitalité. Ben oui, voilà. C'est évident, c'est évident. Moi, je suis pas étonné hein, de ces deux anecdotes que tu Bien racontes, sûr, parce que bien sûr. la Tunisie, c'est ça. La Tunisie, Mhm. c'est ça, et plein d'autres choses d'ailleurs. Je ne sais pas au niveau du temps si on a encore un peu de temps. On en est à Mais 19h46. Voilà, tu me dis, tu gères, hein, voilà. tu le mets. Donc, si tu veux, moi j'ai envie de te poser une question pour encore pour nos jeunes, parce que nous on a créé cette association pour faire vivre la mémoire, pour montrer que la Tunisie a un lien fort effectivement avec l'international et que donc aujourd'hui on est disséminé un peu partout dans le monde et l'idée c'est de rassembler. Est-ce que tu as un conseil à donner ou d'abord est-ce que tu as, oui, un conseil et est-ce que tu as 3 livres en dehors des tiens, mais les tiens bien sûr, moi je les conseille fortement. D'ailleurs j'en ai lu 2 euh, puisque quand j'étais commercial, il fallait que je me fasse des références. C'est de bonne Et donc, lecture, j'ai été les effectivement. chercher. Et en plus, je vivais dans le sud, donc c'était pratique. Mais conseil, et puis 3 livres à conseiller à nos auditeurs ce soir. C'est une belle colle. En tout cas, le premier des conseils que je dirais, le premier conseil, je vais gagner du temps, je trouve que c'est très bien de parler de solidarité, d'accompagnement et de considérer la différence comme un enrichissement. Voilà. C'est surtout ça qui est intéressant pour les jeunes, en fait. Hein. C'est, la différence, c'est un enrichissement. Voilà. C'est pas une opposition. On vit dans un monde hostile avec les réseaux sociaux où il y a des antagonismes en permanence, en fait. Hein. Je crois que c'est beau la différence. Tu te rends compte si les gens étaient identiques, s'il n'y avait que des clones, ça serait insipide. La vie serait insipide, ça serait d'une tristesse folle, en fait. Hein. Non, euh, la différence, elle exige du respect, en fait. Hein. Et dès l'instant où tu associes différence avec respect, si tu rajoutes une touche de solidarité comme tu veux le faire avec le mentoring, c'est merveilleux. Ça ne peut aller que dans le bon sens, en fait. Hein. Donc, soyons fiers d'être différents. Hein. Hein. Peut-être que les gens ont peur que derrière le mot différence, il y a inégalité. Voilà. Différent, ça veut pas dire inégaux. Hein. Ça veut dire pas pareil. Chacun a sa authenticité, en fait. Hein. C'est ça qui est important. L'un n'est pas supérieur à l'autre. On est différents. Un homme et une femme sont différents. Voilà. Un diplômé et un autodidacte sont différents. Il y a pas de... et on doit tirer parti. Hein. On doit chercher ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. C'est ça la vie. C'est le plus beau dans la vie, c'est ça en fait. Hein. C'est chercher chez l'autre, chercher dans une situation du cas le plus beau. Voilà. Donc voilà, par rapport au conseil que soyons fiers d'être différents, soyons fiers d'être nous-mêmes et apprécions les autres. Alors, Absolument. sous les bouquins qu'est-ce que je peux conseiller comme bouquin? Est-ce que c'est un bouquin professionnel sur
sur le management, sur les techniques de vente, ou est-ce que c'est un bouquin plus philosophique, hein, le prophète de Khalil Gibran, par exemple, c'est un très beau bouquin, en fait. Ah, Par exemple, hein, spontanément, et il y a ça qui me vient à l'esprit, en fait. Hein, voilà. Mais des choses simples, hein. Il y a celui-là, le prophète, qui est très bien. Il y a Le Petit Prince, qui est un bouquin remarquable, hein, sans chercher des bouquins trop, trop recherchés, en fait. Hein. Et puis tous les bouquins de Frédéric Lenoir qui sont excellents, hein, sur le spiritualisme. Voilà. Les bouquins de Gounel sont excellents. En fait, ce sont des romans, hein, mais ce sont des romans qui enrichissent. Quand tu les lis, tu apprends des choses sur le développement personnel, en fait. Hein. Gounel est un excellent romancier, en fait. Hein. Il a écrit des bouquins sur le bonheur qui sont remarquables, en fait. Voilà, je ne sais pas si bah, j'ai tu vois, répondu à la question. tu n'as pas été si collé que ça, même, puisque tu as C'est même vrai, c'est dépassé vrai, en fait. mes espérances. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu Est-ce veux que rajouter Farah a quelque des questions à nous chose? poser? Parce que peut-être que certains de nos amis Ouais. ont réagi. Farah, si tu nous entends, un petit coucou. Et est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées par Facebook? Farah a disparu. Farah, tu nous entends? On t'entend pas en tout cas. Hein. Non, Non, je mystère. l'entends pas. Tu l'entends pas, moi Je non ne l'entends plus. pas. Bah, en attendant, déjà, est-ce que toi, tu veux rajouter un petit mot de la fin et s'il y a des commentaires Alors, on précise bien qu'évidemment, cette émission va être rediffusée sur la page de AALF Tunisie, Association des anciens des lycées français de Tunisie. Je vous engage fortement à vous y abonner et à devenir adhérent de notre association. Nous sommes une jeune association, mais nous sommes tous issus de l'associatif depuis de longues dates. Et d'ailleurs, il y a des anciens lycée Carnot, par exemple. Oui, Nous avons eu grand plaisir à accueillir Michel Ayoun, qui est entré dans notre association. Et donc, Florian, tu es bienvenu également. Hein. bien sûr. Voilà. De toute façon, tu en fais déjà quasiment partie, puisque aujourd'hui, tu vas t'occuper d'une partie de nos jeunes. Donc, voilà. Peut-être qu'on Donc, va voir apparemment, il n'y Farah. a pas de On a questions. failli voir Farah. Non, il n'y a pas de question. Bon, tant pis. Hein. Non, il n'y a pas de questions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement clair et tellement limpide ce que tu expliques qu'il n'y a pas besoin de questions. Non, ben, moi, je En conclusion, ce qu'on peut vais suggérer, c'est que ça serait bien de fédérer aussi bien tous ceux qui ont vécu en Tunisie, déjà, mais également tous ceux qui aiment la Tunisie, hein, parce qu'on peut aimer la Ah, Tunisie tout sans à y fait. avoir vécu, soit par des voyages, soit par des contacts. Donc, ça serait une très bonne chose de pouvoir fédérer toutes ces personnes-là, en fait. Hein. Donc, on est j'imagine que tu es très ouvert à tout le monde. Alors, tu vois, je viens d'avoir une information. Notre chère Madeleine Ben Nasser, qui est présidente des Anciens de Carnot, non, qui est membre très active associative en Tunisie et des Anciennes Carnot Tunis, nous salue et nous dit qu'on est très bons tous les deux. Ça fait plaisir Très bien. Et et je qu'il remarque que tu vois, il Pascal, faut tu m'as dit, réitérer. tu me dis, je ne vois plus, j'ai des problèmes de vision, mais tu vas très très bien puisque tu as vu le message de Madeleine. C'est une bonne chose. Madeleine, Ah, que mais je moi j'ai une salue, autre. Voilà. t'as une aide, c'est ça? En tout cas, je salue C'est Madeleine, Madeleine chez qui Benasser. chez qui j'ai déjeuné un dimanche dans sa belle maison à Gamart, là-bas. C'était remarquable. Elle avait invité un spécialiste de, d'Amilcar, en fait, hein, ou de Hannibal, peut-être un Hannibal qui nous a fait une conférence. On a passé un moment délicieux. Encore merci, Madeleine. Ben voilà. Voilà. Ah ben justement, ça me permet de dire que
nous allons solliciter les anciens de Carnot, Montpellier et Ah, j'ai mon alentours. amie Et Françoise Gilbert aussi qui me salue. Salut Françoise, c'est très bien d'être présente et de nous encourager. N'hésitez pas à mettre des témoignages hein, si ça vous a intéressé. Ok, absolument. merci Françoise. Oui, donc je disais que un des prochains projets que nous avons, c'est d'organiser une grande rencontre à Paris et pourquoi pas à Tunis. Et donc, je suis très heureux que tu puisses associer ton association à la nôtre pour organiser cela. Il y a mon copain Michel Desbordes Voilà, ben, qui me suggère un bon bouquin qui est vrai, qui est bon. Comment se faire des amis par Dale Carnegie. C'est vrai, Michel, tu as raison, c'est un bon livre aussi. ah, absolument. Alors ça, c'est le premier bouquin, je crois, que j'ai lu quand j'ai débuté ma fonction de commercial. Moi, non pas dans l'informatique, mais dans les assurances de personnes. Ça m'a fait tout drôle par rapport à mon vécu en Tunisie, ça c'est clair. Ouais, Mais c'est un excellent bouquin, effectivement. voilà. Eh bien, chers amis, encore merci, mon cher Florian. Avec plaisir. Et puis, voilà, je te dis peut-être un petit mot de la fin sur non pas la nostalgie, mais sur cet attachement. L'attachement, Euh, l'attachement. voilà, et tu as peut-être l'intention d'aller à Tunis bientôt. Je crois J'espère que bien, maintenant hein. les Tunisiens Dès que la vont période de confinement, vouloir te rencontrer, hein. à volontiers, dès l'instant où cette période de déconfinement sera terminée, on pourra vivre normalement. J'irai avec beaucoup, beaucoup de plaisir, bien sûr. Voilà. Au revoir tout Ok, le ok. monde. Bye bye. Alors, très bonne fin de journée, soirée à tous. Merci d'être venu, d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à continuer à en poser. Si vous voulez rentrer en relation avec Florian, nous ferons le nécessaire. Florian, nous allons voir avec Farah pour mettre quelques ouvrages sur la page d'ALF Tunisie. Et on vous dit au prochain épisode. N'hésitez Avec un, pas avec un à thé à la vous menthe, abonner. avec un thé à la menthe, quelques slébia, quelques macroutes par exemple, ça serait Ah sympa. oui, là, tu m'as mis l'eau à la bouche, là. Au revoir tout le monde. Euh, Oui. un, un- un petit coucou à Hatem Bouriel, qui est également écrivain et qui est, je sais, parmi nous. Un petit coucou à tous nos amis que l'on connaît bien. Et donc, à la prochaine. À la prochaine. Voilà, on dit comme ça. Merci beaucoup, Marhaba Pascal. bikom à tous. Merci à toi. Bon, Merci à Farah qui a bien tenu la les partie manettes, technique. les Elle manettes. est toujours exceptionnelle, notre vice-présidente. Très bien, génial. Voilà, Allez, voilà. ciao, ciao. Je coupe. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.